Ouais, ok. Parce que je m'occupe de la technique aussi en même temps. Voilà. Ouais, je fais l'interview et la technique. Donc, je commence par l'intro. J'espère que la présentation. Et ensuite, on déroule les questions. Il a grandi entre le 20e arrondissement de Paris, Champigny et La Courneuve, dans un milieu à la fois modeste et cosmopolite. À l'école, son parcours est compliqué et il est parfois confronté à la violence des quartiers difficiles. Sur les conseils de ses grands-parents, il intègre à 15 ans les Compagnons du Devoir et y obtient un CAP de pâtissier. À 18 ans, il s'engage dans l'armée et devient casque bleu lors de la guerre du Liban. De retour en France, il exerce plusieurs petits boulots avant de revenir à la cuisine où il fera ses armes en tant que commis auprès de grands cuisiniers parisiens. Son parcours le conduira ensuite à Sydney puis en Asie. C'est en 1988 qu'il reçoit sa première étoile au guide Michelin pour le restaurant Roc en Val à Montlouis-sur-Loire. Il en recevra d'autres par la suite, notamment pour son restaurant Le Cheval Blanc à Nîmes ou encore le restaurant Sur Mesure. En 2006, Goemio lui décerne le titre de cuisinier de l'année. Chef engagé, il œuvre quotidiennement pour que les métiers de la cuisine soient accessibles à tous et milite pour que la restauration aille de pair avec la transition écologique. Il a créé en 2009 l'école de cuisine Nomade avec la mairie de Blanquefort en Gironde, où il accueille pour des formations courtes des personnes en difficulté sociale. En 2012, il ouvre une autre école dans le 20e arrondissement de Paris, Cuisine Mode d'Emploi, destinée à former gratuitement au métier de cuisinier les jeunes sans diplôme et les personnes en réinsertion. Depuis quelques années, il intervient également au sein de centres de détention où il dispense des cours de cuisine à des détenus. Aujourd'hui, il dirige 11 écoles de cuisine et supervise 3 restaurants. Madame Brasserie, situé au premier étage de la Tour Eiffel, le Sur Mesure au Mandarin Oriental à Paris. Et il a ouvert début 2023 son restaurant Au Nord, dont il nous parlera dans quelques minutes. Il a également 3 boulangeries situées dans la capitale. J'ai la chance de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un homme, un chef et un chef d'entreprise vraiment engagé. Thierry Marx, bonjour. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Thierry, c'est qu'est-ce qui a guidé ton parcours, un parcours extrêmement riche, on vient de le voir et encore, je n'ai pas été exhaustive. Comment es-tu passé des quartiers à chef? Est-ce qu'il y a un fil conducteur, une vocation ou est-ce que c'est un peu finalement le hasard des rencontres? C'est un peu le hasard des rencontres, bien évidemment, mais il y avait, je crois, dans ma tête, un projet de sortir du quartier. Vraiment. Le plus loin que ce que je peux me souvenir, c'était quand même l'idée de sortir du quartier, de l'extraction sociale de ces quartiers, et de me dire, il faut que je fasse quelque chose. C'est une question de... Je vais exagérer mon propos, mais c'est presque une question de vie ou de mort. Et je voulais ça. Je voulais pas... je voulais grandir, je voulais sortir de ces environnements. Alors, pas tant Belleville, Ménilmontant, qui était un quartier très populaire, vraiment beaucoup de diversité, mais en même temps beaucoup d'amour dans ce quartier. Alors que dès lors qu'on arrive à la Cité des Bois-l'Abbé ou au Boulereau, là, la situation sociale se tend beaucoup. Et je sens qu'il faut que je sorte de ça au plus vite. Donc, le projet, c'est de sortir du quartier au départ, et je ne sais pas comment. Et la grande chance, c'est peut-être, ça a été le sport, finalement, le cadre éducationnel du sport qui fait que, ok, j'ai compris l'école primaire, je ne comprenais pas le collège, et je ne comprenais pas apprendre pour faire. Mais par contre, faire pour apprendre, ce que je trouve dans le judo, espèce de mimétisme du mouvement de l'autre pour essayer de s'enrichir intellectuellement, et bien ça, je comprends le mécanisme. Et ça, finalement, ça va commencer à poser la première pierre finalement de projets divers et variés, et notamment de cette période qui me remet en verticalité. J'aime bien ce principe qu'emploie le général de Gaulle dans Le fil de l'épée. Dans son premier livre, il dit « Regardez au-dessus de la ligne d'horizon ». Et c'est le sport finalement qui va me permettre de regarder au-dessus de la ligne des murs de la cité pour aller voir ce qui se passait dehors. Et tout est parti de là, quoi. Globalement, tout est parti de là. Et est-ce qu'il y a eu une personne ou plusieurs qui ont marqué ce parcours, justement, et peut-être même changé ton destin? Tu parles souvent de ta grand-mère, par exemple. Est-ce que ça c'est... Des dizaines de personnes ont changé, ont jalonné mon parcours, et j'espère encore jalonneront mon parcours. Ma grand-mère lisait pas bien le français, elle l'écrivait pas bien du tout. Elle avait des problèmes d'arithmétique.
Et c'est elle qui me donne le premier déclic pour aller à l'école. J'acceptais pas l'école primaire. Je voulais pas quitter l'univers familial, tout ça. Et elle me dit, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, ils ne te voleront jamais. Et du coup, elle s'est servie un petit peu du fait que j'aille à l'école pour être un peu son protecteur chez les commerçants, pour payer, pour avoir la monnaie, etc., etc. Donc, j'ai compris l'école primaire et ma grand-mère a été le premier moteur, avec mon grand-père d'ailleurs, qui était un militant très, 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 très engagé, comme ça, socialement. Et puis mes parents qui n'acceptaient pas non plus qu'on trouve des boucs émissaires en permanence en disant c'est pas moi, c'est l'école qui veut pas de moi, c'est la cité, j'ai pas de chance, et c'est ça au contraire, de garder cette verticalité-là. Et puis ensuite, eh bien, c'était le premier professeur de judo. Hein, monsieur, comme Monsieur Sudre, comme Gilles Cataneo, des gens comme ça qui m'ont fait connaître cet univers du judo et du sport, hein, et de la boxe et tout ça. Et puis après, les compagnons d'Edouard. Et puis après, il y a eu des grands personnages de la profession qui m'ont tendu la main. Et le premier à m'avoir tendu la main sans que j'ai un CV, ça a été ça a été Bernard Loiseau, qui m'embauche pas, mais qui me donne vraiment les clés un petit peu pour rentrer dans ce métier. Et évidemment, Claude Deligne, chef du Taïwan, 3 étoiles, meilleur ouvrier de France, qui me fait confiance. Et le lendemain matin, il m'embauche la veille pour le lendemain. Et ça a été c'était vraiment l'échelle et le tremplin pour trouver le cheminement de carrière. Et la cuisine, c'est quelque chose qui te parlait déjà petit? Non, pas Non. du tout. C'était pas C'est l'univers venu familial, après? n'était pas lié à la cuisine. Moi, ce qui me parlait, c'était le pain et la pâtisserie. J'aimais beaucoup dessiner et j'avais l'impression que en pâtisserie, je pourrais dessiner des gâteaux, faire des gros gâteaux, des pièces montées, tout ça me fascinait. Or que l'univers de la cuisine n'était pas du tout lié à l'univers familial. On mangeait pratico-pratique même. Mm. Et donc, il n'y avait pas cette reconnaissance des fois de surpayer des produits ou comme ça. C'était complètement loin de l'univers familial. Mais par contre, les vitrines de pâtissiers, les vitrines du boulanger, tout ça, c'était inspirant. Et j'ai commencé par cet axe-là, qui est l'axe de la pâtisserie. Et une grande chance de rentrer en apprentissage dans une maison comme Dalloyau et finalement de faire un parcours avec des chefs qui n'avaient de Dieu que pour leur métier et que pour le sens artistique de leur métier. Donc ça a été vraiment là aussi une force supplémentaire pour m'accompagner tout au long de mon parcours professionnel. Et c'est en côtoyant ces chefs que tu as su que tu en ferais ton métier? Oui, quand je suis arrivé en pâtisserie, je me suis dit, bah oui, c'est là, ça fonctionne bien, j'aime bien. Et en plus, on travaillait en horaire décalé, donc on travaillait très tôt le matin et on avait quasiment toute l'après-midi pour nous, ce qui me permettait de continuer à faire du sport. Et donc voilà, ma vie professionnelle ne coupait pas mes loisirs Mm. sportifs, donc je trouvais que c'était un métier formidable et je considère d'ailleurs que c'est toujours un métier formidable. Avec un certain équilibre. Alors, on va parler de ton caractère engagé. On l'a vu dans la présentation. Et ce podcast est dédié à l'engagement des chefs d'entreprise et à la politique RSE. En général, est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fil du temps ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi, le fait de t'engager pour les autres? Est-ce que ça trouve ses racines dans ton enfance ou au contraire, est-ce qu'il a fallu que les années passe et que toi, tu t'en sortes en quelque sorte pour que cet ADN engagé se forge? Sur l'engagement, c'est très compliqué. Je pourrais faire deux versions. La version papier glacé, très jolie, et puis une autre version beaucoup plus dure par rapport à l'engagement. L'engagement, ça a été d'abord quelque chose d'assez personnel, essayer de m'en sortir déjà tout seul, avec le peu d'armes que j'avais, mais en tout cas de m'en sortir tout seul. Et puis, en 2004, j'ai été élu chef de l'année, 2004, 2006, 2 fois chef de l'année. Je me dis, bah, les gens m'écrivaient, il y a eu un envoyé spécial sur mon parcours professionnel, il y a eu un grand article dans Libération, et j'ai reçu énormément de courriers de gens qui me disaient, mais moi aussi, je viens du quartier, moi aussi. J'ai eu une interrogation à ce moment-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui viennent de la même extraction sociale que moi? Qu'est-ce que je peux leur raconter? Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Et j'ai regardé ce qui avait fonctionné pour moi. Ça a été le sport, évidemment le cadre éducationnel du sport, le cadre éducationnel de l'artisanat
Et je me suis dit, bah, ça, je sais peut-être le redonner, au moins le redonner. Et on a construit à ce moment-là cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, enfin tout ce qui tourne autour de cette formation professionnelle, de l'engagement. Alors ça, c'est dire, ben, bravo, on peut applaudir des deux mains. Philippe et Véronique Carillon m'ont aidé à construire ça. 11 écoles aujourd'hui en France, presque 8000 personnes formées. Enfin, on a 92% de retour à l'emploi. On peut applaudir des deux mains. Maintenant, est-ce que c'est facile de s'engager? Non. Euh, on croit que c'est facile, mais il va falloir se construire une vraie force de caractère. Il va falloir reprendre un peu cette phrase du général Lott qui disait calme, avant et droit parce que vous allez prendre des coups. Parce que quand vous vous engagez, vous allez déranger des cercles établis par d'autres, des fois avec beaucoup de légitimité d'ailleurs. Mais il va falloir les déranger. Et quand vous dérangez la formation professionnelle, vous dérangez énormément de gens et énormément d'argent. Et là, vous allez prendre des coups. Et puis, il y a aussi votre profession qui, 10 ans après, vous applaudit, mais au début, dit bah non, pas bien, c'est pas sérieux, qui c'est que ce type, de quoi il se mêle, pourquoi il s'occupe de la formation professionnelle, il n'est pas ceci, il n'est pas ça, voire même il n'est même pas légitime dans sa profession. Donc, ça veut dire que quand on veut s'engager, ce qu'il faudrait toujours bien avoir à l'esprit, c'est que ça va pas être facile et qu'il va falloir avoir cette verticalité et ne pas attendre d'avoir forcément la légitimité pour s'engager, mais d'avoir au moins cette capacité morale et mentale d'encaisser tous les coups que vous allez recevoir parce que vous vous engagez. Et ça, c'est quelque chose il faut quand même s'y préparer. Alors, tu parlais de cuisine mode d'emploi. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment ça marche, quelles formations sont Oui, oui, dispensées? bien sûr, bien sûr. C'est simple, cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, tout ce qui tourne autour des métiers de l'alimentation, si vous voulez les apprendre, eh bien, on permet à des personnes, on propose plutôt à des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi en grande précarité, ou des personnes qui peuvent avoir eu des accidents de parcours compliqués, de s'inscrire dans nos écoles et de mettre en phase finalement leurs projets liés à la cuisine, liés à la boulangerie ou autres, et de se dire, bah voilà, la formation elle est gratuite, mais c'est pas vrai. Vous ne paierez pas en euros, vous ne paierez pas en dollars, vous ne paierez pas en yens, mais vous paierez avec une monnaie qui est un acronyme RER, rigueur, engagement, régularité. Et pendant ces 12 semaines, vous allez acter cela avec nous. Rigueur, c'est votre projet, c'est votre verticalité à vous, c'est vous qui regardez au-dessus de la ligne d'horizon. Engagement, c'est de lâcher la main du passé quand le passé a été un peu compliqué, là on peut vous aider. Régularité, on va se dire que pendant ces 12 semaines, il n'y aura pas d'absence et il n'y aura pas de retard. Et finalement, ce mécanisme s'est assez simplement mis en place. Et aujourd'hui, bah, toutes les personnes qui ont fait cuisine mode d'emploi ou boulanger mode d'emploi sont à l'emploi, ont un projet. Il y a eu 7% de création d'entreprise. C'est-à-dire que les gens reprennent une verticalité, reprennent surtout confiance en eux et finissent par se dire, quand j'ai un projet que je regarde devant moi, que je ne baisse pas la tête, que je ne me couche pas pour rien, eh bien finalement, mes projets aboutissent. Et c'est ce mécanisme-là qui nous intéresse à Cuisine Mode d'Emploi, c'est reprendre ta vie en main. La vie, c'est de toute façon un chemin entre l'ordre et le désordre, mais si vous avez cette capacité à regarder votre projet en face, à l'entrevoir, comme disait Mohamed Ali, si tu l'as rêvé, alors tu peux le faire. C'est la grande phrase de Mohamed Ali. Mais effectivement, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il faut lâcher la main du passé, il ne faut pas avoir à tracter des poids morts derrière soi. Et le public, c'est des jeunes ou c'est des gens de tous les Non, âges? c'est des gens de tous les âges. On voudrait bien. On a un parcours pour les jeunes qui s'appelle Passeport pour l'emploi, où là, on aide des jeunes, très jeunes, à retrouver le projet métier ou le projet scolaire. Mais là, à Cuisine Mode d'Emploi, au Boulanger Mode d'Emploi, nous avons des personnes qui sont entre 18 et 65 Ouais, ans. d'accord. C'est vraiment très large. C'est très large parce que il faut admettre que nos sociétés vivent avec des jeunes, mais vivent aussi avec des gens qui sont des seniors. Et je ne veux pas faire le jeu de l'actualité, mais on oublie. Cette société moderne a voulu croire qu'elle pouvait s'émanciper de ses aînés. Or que moi, je fais partie de ces gens qui se sont construits avec des aînés. Chez les compagnons des devoirs, l'aîné est important. C'est celui qui est le rôle modèle qui va nous transmettre un nombre de valeurs. Le sensei au judo, c'est celui qui a su avant vous et il va transmettre. Et puis même l'armée, More Majorem, finalement, fait aussi bien que tes anciens. Eh bien, et nous, c'est pour ça qu'à Cuisine Mode d'Emploi, on s'est toujours dit non, 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 c'est pour tout le monde. Et il faut que tout le monde ait cette chance, peut-être cette 10e chance dans la vie,
de pouvoir avoir un projet. Alors, autre question sur ton parcours. Entre 2010 et 2014, tu as participé à l'émission Top Chef. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Top Chef? Qu'est-ce qui a guidé ce choix? Est-ce que c'est toujours cette envie d'apprendre aux autres, d'aider les autres? Je ne suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça. C'est-à-dire que Top Chef, 2 personnes sont venues me voir. Il y avait eu un envoyé spécial sur moi 2 années avant qui avait fait un peu écho. Et on vient me voir pour si je voulais participer à Top Chef. Bien évidemment que j'ai dit oui, que ça permettait à un programme de montrer qu'on pouvait faire de la transmission au travers d'une émission de télévision. C'est très intéressant. Je crois que j'ai dû le faire 4 ou 5 ans, je ne sais plus si Oui, c'est 4 4 ou ans. Ouais. c'est 4 ans. Et j'ai trouvé ça formidable. Et puis au-delà d'être formidable, c'est que ça m'a donné une telle visibilité pour les écoles, parce que mes écoles ne fonctionnent pas d'amour et d'eau fraîche. Mm. Elles fonctionnent parce qu'elles ont des partenariats public-privé. Et le fait d'être à Top Chef Ouais, la notoriété. m'a donné énormément de possibilités de Mm. sponsoring pour les écoles. Donc évidemment, j'ai quitté Top Chef. Normalement, au bout de 4 ans, c'était normal de quitter. Mais en même temps, j'ai un souvenir de cette émission, évidemment, dans l'ordre de la transmission. Aujourd'hui, ça ne se démentit pas, d'ailleurs. C'est toujours une émission qui marche bien. Et avec de nouveaux chefs et qui fonctionne très, très bien aussi. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une très jolie visibilité. D'ailleurs, le groupe M6, je ne sais pas si on peut faire de la publicité, mais le groupe M6, M. Taverneau, m'a beaucoup aidé aussi sur tous les programmes liés aux personnes qui étaient privées de liberté, donc en détention. Et on avait des programmes de formation qui ont continué sans qu'il y ait la mise en lumière de la télévision là-dessus. Et ça, c'était... Il faut rendre hommage à ça parce que ça m'a beaucoup aidé quand même. Eh ben, alors, j'allais y venir justement aux actions que tu mènes en lien avec les prisons, qui donnent la possibilité aux détenus d'obtenir un bac professionnel, leur permettant de se réinsérer à la sortie de leur détention. Concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est étonnant parce que j'avais toujours un petit parcours d'éducateur spécialisé pour l'administration pénitentiaire. Donc, j'ai d'abord travaillé en maison d'arrêt, puis je trouvais que le travail en maison d'arrêt était un peu éphémère comme ça. Donc, j'ai préféré travailler pour les détenus un peu plus longue peine. Donc, j'ai travaillé sur la prison centrale de Saint-Martin-de-Ré, ensuite Poissy. Mais entre les deux, j'avais fait un centre de semi-liberté qui était à Bédenac et on avait commencé à mettre un programme pédagogique pour ramener des détenus dans l'idée d'un diplôme. Et je trouvais que c'était une bonne idée sans être une bonne idée. C'est-à-dire qu'il fallait les ramener plutôt dans l'idée d'un projet. Ce qui fait qu'il y aura une bonne réinsertion d'un détenu, c'est qu'il l'attend à la sortie. Si c'est un projet positif, on a des chances que tout se passe bien. Sinon, c'est compliqué. Donc, on a travaillé là-dessus et on a beaucoup travaillé avec la prison centrale de Poissy. Et on a mis en place un programme pédagogique qui permet à des personnes privées de liberté pour longtemps de retrouver l'idée du projet métier. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a toujours l'impression à quoi ça sert, la réinsertion. On entend beaucoup parler de ce que fait l'administration pénitentiaire et l'administration de justice. Et on oublie qu'on vit dans une démocratie. Donc on vit avec des règles de la démocratie et que les gens qui sont incarcérés un jour vont être libérés un autre jour. Et comme j'avais travaillé dans beaucoup de centres en Europe, et notamment Danemark, Norvège, Finlande, j'avais un chef de détention qui m'avait dit, vous savez, notre mission finalement, elle est de faire les meilleurs voisins possibles. Et le meilleur voisin possible, c'est quelqu'un qui a un projet positif. Et j'ai continué à travailler là-dedans en disant, je me souviens de la réflexion du président du tribunal de Lyon qui répondait à des journalistes quelque chose de très pertinent. Il leur disait, vous savez, on n'est pas dans une dictature. Les gens rentrent en prison et sortent de prison. Donc à un moment donné, à nous de faire le nécessaire pour que ces gens qui vont sortir de ce moment de privation de liberté sortent avec un projet positif pour se réinsérer et devenir les meilleurs voisins possibles. Et notre démarche à Cuisine Mode d'Emploi est de permettre et de continuer à permettre à des personnes sous main de justice de pouvoir avoir un projet à la sortie et un projet qui soit durable pour qu'ils n'aient pas à revenir en centre de privation de liberté et ne pas avoir à faire encore une fois avec la justice. Et alors, quel est le pont, quel est le lien finalement entre ce monde du luxe des restaurants étoilés et celui des quartiers ou celui de la prison? Est-ce que finalement, ton objectif, c'est pas de casser l'idée que le luxe est réservé aux riches et que finalement, c'est deux mondes qui sont pas totalement étanches? Alors d'abord, je vais essayer de segmenter ma réponse. D'abord, je vais commencer par la fin. Le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Je
parle pas de l'ostentation, des choses qui seraient du bling, de l'ordre du bling-bling. Le luxe, c'est des beaux matériaux, des beaux produits, de véritables savoir-faire qui sont à mettre en valeur et qui tirent le monde ouvrier vers le vers haut le haut. niveau. Euh, Après, la relation entre le quartier d'où je viens et ça, c'est que du quartier d'où je viens, effectivement, nous étions tous confrontés à des copains, des gens avec qui on avait joué au foot la veille, qui ont fini finalement par avoir des démêlés avec la justice et qui ont été incarcérés, sortis, ressortis de prison. Et finalement, leur vie ne s'est pas améliorée parce que ça devient véritablement un enfer ce qu'ils vivent et ce qu'ils choisissent de vivre. Hein. Je ne suis pas en train d'oublier les victimes. Quand il y a en général un délit, il y a une victime. Mais là, je me suis dit, là aussi, il faut essayer de regarder les choses telles qu'elles sont. Dans mon quartier, effectivement, il y avait beaucoup de copains de classe, même des fois, qui ont fini par avoir affaire à la justice. Et un jour, je me suis dit, je ne me suis même pas posé la question. Je me suis dit, tiens, on m'a proposé, à l'époque, c'était des cours de sport pour l'administration pénitentiaire. Et je me suis dit, il y a peut-être mieux que ça à faire. On va essayer de travailler autrement. Mais c'est vraiment des publics. Donc, il n'y a pas, quand on dit le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité, c'est de permettre à des personnes de dire, ah oui, c'est aussi accessible pour moi. Alors oui, mais il va y avoir un effort à faire, etc. etc. Donc, moi, j'ai pas mis de frontière entre le quartier d'où je viens, mon extraction sociale, et le fait que je revendique que le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité, et que ça peut porter des personnes vers le haut. Quand j'étais chez les Compagnons des Devoirs, j'avais une phrase d'un compagnon de Montauban qui disait salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. C'était très beau parce que ça veut dire que quand vous devenez un ouvrier qualifié, vous pouvez potentiellement, et vous êtes sûrement en capacité de devenir un cadre, voire un cadre supérieur, voire de devenir votre propre employeur. Et quand il écrivait ça, on lui posait des questions et il nous disait, mais vous savez, c'est pas votre employeur qui protège votre emploi, c'est votre curiosité. Et donc, quand vous partez dans un axe de transmission vers des personnes qui sont en grande difficulté, même des fois en grande difficulté intellectuelle, c'est leur dire, c'est ta curiosité qui va te rendre ta liberté, mais une curiosité positive. Et quand vous êtes dans cet axe de transmission, il est vrai que vous constatez que vous n'êtes pas en train de mettre quelqu'un en conformité. Vous êtes simplement en train de lui transmettre de la passion métier pour qu'il change un peu de regard sur cette société qui l'a vue finalement très noire, or qu'elle peut être très ouverte et très positive. Et c'est ça qui nous anime un petit peu dans la formation professionnelle au travers de cette formation que nous faisons en milieu pénitentiaire. Alors, on va parler de ton actualité. En février, tu as lancé un restaurant baptisé Honor. Il s'agit d'un nouveau concept qui casse les codes du restaurant traditionnel en s'appuyant sur un modèle d'entreprise durable et où 20% du personnel sont des personnes en voie de réinsertion, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce restaurant ? Alors, Honor, c'est un peu la synthèse de ce que... D'abord, j'ai un projet tous les 5 ans pour qu'il aboutisse tous les 7 ans, pour avoir quelque chose de nouveau toujours à faire. Et en fait, on a créé, comme ça a été évoqué, 11 écoles d'inclusion professionnelle. On a toute une filière agricole autour de Bleu Blanc Cœur qui peut nous fournir des produits d'exception parce que qualité des sols, bien-être animal, donc égale bon produit. Donc on voulait synthétiser tout ça dans un restaurant gastronomique. Et de plus, je crois et nous croyons dans cette entreprise de l'économie sociale qu'il y a une autre voie pour l'économie. Il y a... je ne vais pas faire mon Marx de base, il avait plus de cheveux que moi, mais il disait le capitalisme est efficace, mais il n'est pas juste. Moi, je pense que oui, il est efficace probablement dans certains codes, et effectivement, je confirme, il n'est pas juste. Donc, on s'est dit, il faut créer d'autres économies. Et l'économie sociale et solidaire, je ne vois pas pourquoi l'économie serait sociale et solidaire, d'ailleurs, elle devrait l'être de fait. Donc, on s'est dit, on va créer un modèle économique comme ça, c'est-à-dire qu'à impact social, attractivité métier et impact social, et impact environnemental. Et Honor, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnes en inclusion, puis des personnes qui vont très 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 bien. Et puis nous avons tout un sourcing de produits qui démontre qu'on a fait l'effort pendant 20 ans d'aller chercher des produits de grande qualité, de l'agriculture régénérative. Donc c'est tous ces mécanismes-là que je crois juste de remettre en lumière. L'économie sociale, elle ne m'a pas attendu, elle fonctionne déjà plutôt très bien. D'ailleurs, on voit bien son impact sur le PIB aujourd'hui. Et je trouve que bien dans le monde de la restauration,
ouvrir cette voie de l'économie sociale et d'avoir 10 ou 15% de personnes en inclusion, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et que de ce fait-là, nous croyons plus à une économie de croissance en conscience, donc une croissance économique qui aurait un impact social et un impact environnemental, qu'uniquement une performance économique qui aujourd'hui, à mon avis, au XXIe siècle, nous amène à la catastrophe. Et ces 20% de personnes, justement, tu les sources comment? Tu les trouves Alors ça, c'est ta cuisine mode d'emploi ou comment ça se passe, ce je recrutement? dirais que c'est assez facile. Évidemment, il y a tout le creuset de cuisine mode d'emploi. Ouais. D'abord, il y a des gens, 95% des gens qui ont fait cuisine mode d'emploi sont à l'emploi. Mm. Il y en a qui ont fait cuisine mode d'emploi il y a 10 ans et qui aujourd'hui ont des parcours professionnels euh, très forts et très hauts. Donc j'ai essayé de les récupérer. Mais j'ai aussi beaucoup de gens qui avaient travaillé avec moi depuis 20 ans, qui sont des chefs, qui sont passés par des restaurants triplement étoilés, etc., qui m'ont rejoint. Et puis d'autres personnes, évidemment, nous avons des sources comme Cuisine Mode d'Emploi, bien sûr, mais aussi des missions locales, des personnes qui ont pu avoir quelques difficultés un peu dures avec leur arrivée sur le sol français, etc., etc. Donc, les modes pour sourcer des personnes qui ont été en grande difficulté, là, hélas, ils sont en France assez larges. Mm. Côté environnement, hein, tu milites pour une cuisine à faible impact environnemental, en te souciant notamment, c'est ce que tu disais, de la provenance des produits. Quelles sont les filières que tu as choisies? Est-ce que c'est facile d'opter pour des modes de production responsables aujourd'hui? Non, c'est pas facile. D'abord, c'est pas facile et c'est pas rapide. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir des rhétoriques de plateau télé en disant il faut manger bio, il faut manger ci, il faut manger ça. Une filière agricole, c'est pas une start-up. C'est pas quelque chose qui, on va dire qu'on change le paradigme aussi simplement que ça. Il va falloir mettre des choses en place. Donc en gros, il faut 10 ans pour changer une filière agricole. Nous, on a mis 20 ans. J'ai beaucoup suivi les travaux de Pierre Veille, du Dr Schmitt, de tout ce qu'avait fait Bleu Blanqueur. Et nous, on s'est tout de suite collé là-dessus pour se dire, ça va être... Bleu Blanqueur, tu peux expliquer Bleu peut-être Blanqueur, pour nos auditeurs? c'est une démarche un peu labellisée qui fait qu'on vous garantit des sols de grande qualité, des herbages de grande qualité, du bien-être animal. Et en gros, l'OMS dit c'est ça la santé globale. Un bon produit, son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Pour tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez trouver du Bleu Blanqueur dans vos chaînes de supermarchés, mais vous pouvez trouver du Bleu Blanqueur aussi dans les épiceries les plus chics de Paris. Donc ça, c'est vraiment... Donc c'est un peu cette mécanique que nous avons, je dirais, regardée très tôt pour se dire, bah oui, on peut tous avoir envie de bio, mais est-ce qu'il ne vaut pas avoir d'abord envie de bon et bio. Et du coup, on est parti là-dessus. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos forces économiques de se dire, on a un impact social fort sur notre personnel, mais aussi on a un impact social sur ce qu'on paye. Quand on paye un produit, on sait que l'agriculteur est justement rémunéré. Toute cette agriculture régénérative, eh bien aujourd'hui, on l'a mis en place à Honor, mais on compte bien développer cette marque Honor, d'honorer les hommes, d'honorer la terre, d'honorer ceux qui n'ont pas été honorés tout de suite, etc. De faire cette démarche à impact social et environnemental autour de ce que nous faisons, ce que disent les Anglais, autour du pôle FMB, Food and Beverage, comme ça, pour que, eh bien, un bistrot, une brasserie, un boulanger puisse avoir cette démarche honorer le produit, avec des choses qui sont évolutives. C'est-à-dire que il y avait une espèce de radicalisme en voulant être bio dans les 15 jours qui arrivaient. Ça ne marche pas. Donc il faut d'abord commencer à être bon, ça prend du temps, on se corrige, on est des fois sur une échelle de valeur à 50%, et puis l'année d'après on est à 60%. Ce qui compte, c'est qu'on arrive de plus en plus à améliorer notre vie sur cette planète, et évidemment l'impact social de cette planète et l'impact environnemental. C'est toute la démarche de nos entreprises aujourd'hui, de se dire il faut croire en cette économie sociale. Pourquoi ? Parce que c'est une économie de croissance, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas la décroissance. Je sépare la croissance et la décroissance. Bien sûr, on a l'impression que la décroissance, ce serait un renoncement à plein de choses. Non, c'est peut-être de consommer plus intelligemment dans l'univers de la restauration et de l'alimentation en général. Plus de l'alimentation, d'ailleurs. Et de reprendre conscience que cette planète n'est pas inépuisable. Et surtout que cette planète n'a pas besoin de nous. Oui. Elle pourrait faire sans nous. C'est ça qui est un peu inquiétant. Alors la malbouffe, hein, on en parlait, c'est un vrai sujet de santé publique.
Tu as récemment demandé au ministère de la Santé d'imposer une surtaxe sur les sodas. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'acteurs qui souhaitent que les pouvoirs publics utilisent la fiscalité pour inciter à l'engagement. Alors, pas seulement sur le sujet de la nourriture, hein. J'ai reçu Emery Jacquilla, PDG de la CAMIF, qui lui plaide pour la mise en œuvre d'une TVA verte. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer par là, que de passer par la taxe, par l'obligation fiscale? Et puis, est-ce que tu as eu un retour du ministère de la Santé? Non, on n'a pas eu de retour du ministère de la Santé, mais c'est multifactoriel, c'est-à-dire que pas oublier que dans ce pays, il y a 8 millions de gens à l'aide alimentaire. Faut pas oublier que dans ce pays, il y a une explosion du diabète de type 2. Faut pas oublier que dans ce pays, on a une fracture sociale qu'a dénoncé le président Jacques Chirac en 1994, mais sur cette fracture sociale, maintenant, il y a une alimentation à deux vitesses. Il y a une alimentation pour ceux qui vont plutôt bien, qui ont un reste à vivre assez suffisant pour manger et comprendre ce qu'ils peuvent faire et doivent faire pour mieux manger. Et puis, il y a ceux qui sont à l'euro près le 10 du mois. Et cela, on est dans la cuisine ultra transformée, on est dans des sodas qui sont des mauvais sodas, ce qu'on appelle souvent les biberons noirs des enfants, etc. etc. Et là, il y a un vrai sujet de santé publique. Comment on peut lutter contre ça? Pourquoi j'ai parlé de taxes sur les sodas? C'est pas que je veux absolument être le défenseur de la super fiscalité en France, elle n'a pas besoin de moi pour ça, mais de dire avec cet argent, on va financer des cours de cuisine à l'école publique dès le cours préparatoire. Pourquoi? Parce que comme ça vous donne 10 ans pour faire le mangeur de demain. Aujourd'hui, si on reste uniquement dans le consommateur et dans l'ultra-consommation, eh bien finalement, on ne va rien résoudre sur cette planète en termes d'impact environnemental lié à l'alimentation. Donc il faut absolument travailler sur ces cours de cuisine. Donc cette taxe, on pourrait l'appeler TVA verte ou autre, permettrait de récolter de l'argent pour financer de véritables professeurs. Et puis de dire à l'éducation nationale, ce qu'on a souvent évoqué avec les 3 derniers ministres de l'éducation nationale, de dire ne vous inquiétez pas d'un cours de cuisine. Dans un cours de cuisine, on peut y mettre un programme pédagogique. Il peut y avoir un cours d'arithmétique en même temps, il peut y avoir un cours de français en même temps, et de grammaire et d'orthographe, il peut y avoir un cours d'histoire-géographie, un cours d'éducation physique. Pourquoi l'autre ne mange pas comme moi? Ça peut être une éducation. Et puis le cours sur un geste, sur la connaissance du produit, ce qu'est une carotte, d'où elle vient, son histoire, la terre, pourquoi c'est bon pour la santé et comment la transformer. Et avec cette pédagogie-là, nous aurons une chance, comme disent les sociologues, le sociologue Claude Fischler, dit on aura une chance de faire les mangeurs de demain. Et le mangeur de demain sera peut-être un peu plus acteur de son alimentation et un peu plus acteur de la planète. Parce qu'aujourd'hui, le poids que coûte la malbouffe, c'est un poids sur la santé publique qui est colossal. C'est-à-dire que quand on parle d'explosion du diabète de type 2, ce n'est pas moi personnellement qui l'explique. C'est un grand nombre de médecins qui dénoncent cette malbouffe en disant attention, ce diabète de type 2 va créer d'autres pathologies. Quand vous voyez un diabétique entre 12 et 14 ans, quand il en aura 50, eh bien, il aura beaucoup d'autres pathologies liées à cela. Donc ça, c'est les médecins qui nous expliquent ça. Et aujourd'hui, on est tous sur le même bateau pour essayer de comprendre que, eh bien, il y a quand même quelque chose à faire d'urgent sur notre alimentation, en prenant en compte qu'il y a des gens en France qui sont à l'aide alimentaire et qui n'ont pas de choix sur ce qu'ils peuvent manger. Donc il faut inverser. Et puis, arrêter de faire peser le pouvoir d'achat sur l'alimentation. Là aussi, il faut quand même qu'on s'assoie autour d'une table, entre le régalien et un certain nombre de personnes, pour se dire, attention, il faut que les gens gagnent leur vie, il faut qu'ils s'émancipent par le travail ou en ayant suffisamment d'argent pour mieux manger. Parce que si on continue à demander à la grande distribution d'être les acteurs du pouvoir d'achat au niveau de l'alimentation, ça ne marche pas. À un moment donné, quand vous faites des petits prix, ça a été la grande théorie du low cost. Le low cost des années 70, c'est renoncer à la qualité, je vous ferai des petits prix. Donc, eh bien, on écrasait les marges de l'agriculteur qui, lui, a produit en masse pour essayer de s'en sortir. Donc, tout ça a... Toi, tu penses qu'un autre modèle est possible? Mais bien sûr. Un autre modèle est possible, mais en arrêtant de faire peser le pouvoir d'achat sur l'alimentation. Ce n'est pas le prix de l'essence. Le prix de l'essence, vous garnissez votre voiture, qu'on vous fasse un rabais de 15 centimes sur l'essence, c'est quasi normal. Mais sur l'alimentation, c'est au détriment de votre santé. Et ça, c'est vraiment assez toxique comme démarche. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, peut-être qu'il y a un siècle des Lumières à réinventer sur ce 21e siècle. Penser autrement et arrêter avec l'idéologie.
tout doit coûter pas cher. Mais non, tout a un prix. Et pourtant, ce n'est pas un grand philosophe, hein, mais le prix n'est pas la valeur. Warren Buffett. Le prix n'est pas la valeur. Le prix est une négociation entre deux parties. La valeur est ailleurs. Qualité des produits, agriculture régénérative, connaissance de ce qu'on mange et pouvoir d'achat pour manger correctement. Et ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'il faut aussi mobiliser le monde du travail, dire pourquoi cette taxation, cette surtaxation sur le monde du travail en France, pourquoi ce pouvoir d'achat-là, à un moment donné, le salarié ne l'a pas à sa disposition pour mieux manger. Donc il faut s'asseoir sans idéologie autour d'une table pour refaire la pensée du XXIe siècle. Je pense que celle du XXe siècle a bien vécu. On a vécu dans une société d'hyperconsommation et je pense qu'il faut redonner du sens et de la raison à tout ça. Donc il faut, mais en tout cas, l'alimentation est un sujet fort parce qu'il va peser de plus en plus, on le voit aux États-Unis, sur l'état de santé d'une société, pas simplement de quelques individus. Moi, je ne parle pas de faire rentrer tout le monde dans des tailles 36 ou tous les hommes dans les tailles 40. Ça ne m'irait pas du tout. Je ne veux pas être faire un défilé de mannequins. Ce n'est pas une agence de casting, la vie. Mais de prendre en compte la santé. Et ça, c'est important parce que des gens qui vivent moins bien, une société qui vit moins bien. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par un médecin américain très intéressante qui m'a été donnée par Pierre Veil de chez Bleu Blanquer, où on voit que des gens qui sont en manque d'oméga 3 et d'oméga 6 ont des tendances très dépressives. Et ça, c'est une étude sur 10 ans. C'est intéressant de remarquer que l'alimentation finit par nous pénaliser. Ça a un impact extrêmement fort. Ouais. Alors vous imaginez sur une population qui est en fragilité. C'est bien pire. C'est décuplé. Alors, toutes tes entreprises sont HQE et tu t'efforces de réduire l'empreinte carbone de tes activités, par exemple en optimisant la gestion des déchets, de l'eau ou de l'énergie. Est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 mesures très concrètes, faciles à mettre en place, peut-être pour les restaurateurs qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, facile à mettre en place, c'est jamais facile à mettre en place. C'est une volonté. Alors, j'allais dire qu'ils ont la volonté, absolument. Qui ont la volonté de le faire, limiter l'eau en cuisine. Par exemple, on a cru très longtemps, et notamment ma génération, que l'eau était gratuite. Il suffisait d'ouvrir le robinet, on avait de l'eau et on pouvait cuisiner avec cette eau en permanence, laver 1 kilo de champignons avec 100 litres d'eau, tout ça n'avait pas de sens. Cuire des légumes dans de l'eau, or qu'un légume, par définition, c'est 80% d'eau. Donc, gérer un peu l'eau. Donc, il suffit de la quantifier. On va dire qu'il y a 5 litres d'eau par poste et par service. Donc, on s'aperçoit que finalement, cette eau qui va devenir un ingrédient très cher dans notre cuisine, il va falloir apprendre à le contingenter. Donc ça, c'est une première action. Il suffit de prendre des petites bonbonnes d'eau de 5 litres et de dire au cuisinier, voilà, il y a 5 litres par poste, et celui qui en économise le plus, eh bien, on fait un petit challenge comme ça. Et toi, c'est ce que tu mets en place dans tes restaurants. Bien sûr. Et puis l'investissement. Quel type de matériaux pour travailler ? C'est-à-dire que quand on choisit des matériaux de qualité, un peu moins, mais de meilleure qualité, on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin d'une plaque à induction de 5000 watts. Parce que vous avez un matériau type le cuivre ou certains alliages qui font que la convection se fait mieux, vous avez besoin de moins de puissance électrique. Parce que la puissance électrique, même dans cette crise de l'énergie qu'on a eue aujourd'hui, même si elle redescend un petit peu, eh bien on sera toujours x4 par rapport à ce qu'on a payé. Donc tout ça sont des petits enjeux du quotidien qui deviennent à la fin de l'année quelque chose d'extrêmement fort. Et là où c'est intéressant, c'est que quand vous commencez simplement cette application-là, au bout d'une année, vous vous dites « Ah oui, quand même, j'ai économisé tout ça ». Et donc cet argent que vous avez économisé sur l'énergie, sur l'eau ou sur d'autres choses, eh bien, vous allez pouvoir le réinjecter dans des produits peut-être payés un peu plus cher, des produits d'entretien un peu plus environnementalement responsables, etc. Vous voyez que vous avez une mécanique économique qui se met en place dans votre entreprise. Finalement, vous devenez HQE assez facilement sans avoir à entretenir un cahier des charges. Alors HQE, haute qualité environnementale, on n'est même pas obligé de passer par ce prisme du cahier des charges extrêmement rigoureux, mais on peut se dire, voilà, je me fais mon petit cahier des charges à moi, et on s'aperçoit que ça va... Parce que la discipline ne viendra pas par l'élite, elle viendra par la masse. C'est quand la masse comprend qu'elle fait une économie dans son action vis-à-vis de la planète, elle n'est pas dans une écologie punitive. Elle se dit, je fais de bonnes actions, et en même temps, je vis mieux parce que j'ai plus de moyens. Donc, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Et ce côté élitiste de donner des leçons en jouant les Khmers verts en permanence, c'est insupportable pour le commun des mortels que je suis. Les gens qui viennent
ils vous donnent juste envie de traverser Paris avec un V8, quoi. C'est insupportable. Alors quand on dit, vous savez, vous faites une petite chose, puis vous verrez, c'est plus pratique. Moi, je me souviens de cours de cuisine qu'on donnait à une époque à des gens qui étaient en grande précarité. On donnait 20 euros et on apprenait à acheter avec 20 euros. Et il y a des mamans, ou des papas aussi d'ailleurs, qui me disaient, mais regarde, il me reste 5 euros quand même. Bah ouais, et c'est sur ces 5 euros qu'ils s'appuyaient pour se dire, ah ouais, non mais j'ai peut-être plus intérêt à refaire la cuisine. Et finalement, on peut faire une cuisine du quotidien, parce que c'est une cuisine d'assemblage du quotidien, avec des fois peu de produits, mais des bons produits. Et voilà, ça nécessite un peu de pédagogie, un peu d'éducation, mais ce qui compte, c'est que les gens se disent, il me reste plus de moyens quand même pour faire autre chose, pour acheter des livres, peut-être pour aller au cinéma, pour mieux partir en vacances, etc. Et là, donc, on est plus dans le pragmatisme que dans l'idéologie, justement. Mais c'est comme ça que réussira l'environnement. Absolument. Et la lutte écologique, elle ne passera pas par les grands donneurs de leçons, elle passera par la masse qui acceptera et qui se dira, bah oui, je vis mieux comme ça. Mais vous pouvez insulter les gens parce qu'ils sont en diesel pour faire 100 km par jour, rien que pour emmener leurs enfants à l'école à la campagne, mais vous apercevoir assez facilement qu'il n'y a pas de borne électrique dans les villages de campagne. Donc, à un moment donné, il faut aussi que tout le monde prenne ses responsabilités. Vous avez à Paris, mais en France entière, une loi qui va sortir sur les biodéchets, les déchets bio, je veux dire. Et bien, sur ces biodéchets, on n'a pas de service de ramassage aujourd'hui. Donc voilà, on donne des leçons, mais donc il faut être humble par rapport à tout ça et de permettre aux gens de s'approprier les choses et de s'apercevoir qu'ils vivent mieux parce qu'ils ont un impact social et un impact environnemental. Et alors, j'imagine que tu as aussi un gros enjeu autour du gaspillage alimentaire. On parlait de l'eau et de comment réduire ça. Est-ce que c'est un gros enjeu pour toi? Et si oui, comment tu le traites? Ou est-ce qu'au contraire, tu calibres? Là aussi, je vais calibrer ma réponse. Le gaspillage alimentaire, ça concerne, hélas, l'industrie et la grande distribution. L'artisan, il n'a pas de problème de gaspillage alimentaire. Donc, on a gaspillé parce qu'on a surconsommé. Et on a tellement surconsommé qu'on a consumé la planète. Donc, à un moment donné, il faut revenir à la raison. C'est nos modes de consommation qui posent problème. Ce n'est pas simplement le fait de dire qu'il y a du gaspillage. Il y a du gaspillage parce qu'on a une surconsommation. Donc, à un moment donné, je ne parle pas de décroissance, mais je parle de croissance en conscience. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de produire et avoir autant d'offres que ce que nous avons aujourd'hui dans un hypermarché ou dans un supermarché. Donc, et là, il y aura déjà moins de gaspillage. Après, il faut réapprendre. Il faut réapprendre de notre passé. Nos anciens, nos arrière-grands-mères, grands-pères, ils mettaient un morceau de viande dans un bouillon à la fin de la semaine, quand on avait gagné sa semaine. Et on s'apercevait que la protéine animale, finalement, on n'avait pas forcément tout le temps besoin, et qu'une fois ou 2 fois par semaine, ça pouvait avoir du sens. Et là, il faut reprendre le sens de notre consommation. Et puis, après, de s'approprier ce qu'est un déchet. Est-ce que c'est un déchet qui doit aller dans un compost, ou est-ce que c'est un coproduit? Par exemple, une épluchure de pomme peut être un coproduit. C'est-à-dire que Jules Gouffet, c'est la fin du 19e siècle, c'est un grand cuisinier. Il prenait les épluchures de pommes, il les mettait dans un petit baluchon, comme ça, il les faisait cuire dans de l'eau, il laissait réduire cette eau et ça faisait un sirop plein de fructose finalement. Alors il n'avait pas l'analyse de ça, mais quand il nappait les tartes avec ça, elles étaient brillantes et il n'y avait pas besoin de nappage. Donc il avait compris qu'il ne fallait rien mettre à la poubelle de ce que la nature lui donnait. Donc c'est de reprendre des cours, du sens, et de se dire non, la nature ne nous a pas donné des choses pour qu'on les mette à la poubelle. Elles doivent... C'est un cercle de vie, la cuisine. Et donc sur tous ces produits, quand on parle de déchets, quand on parle de lutte contre le gaspillage, c'est qu'à un moment, c'est notre mode de consommation et de non-observation des produits. Alors, mais déjà, la lutte contre le gaspillage, c'est de réduire nos consommations. Tout de suite. C'est de se dire, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de paquets de 24 yaourts. Ça ne servira à rien. Avec des pots plastiques, ça ne sert à rien. Je vais en perdre la moitié, etc. C'est revenir. Et là encore, ce sera un cercle vertueux parce que vous aurez un peu plus d'argent, donc un peu plus de pouvoir d'achat. Rien que par l'action que vous vous autorisez à faire. Ce n'est pas simplement une injonction de l'État ou de gens bien pensants qui font leur marché dans le 6e arrondissement de Paris. C'est vous qui vous apercevez que quand vous faites mieux,
il vous reste du pouvoir d'achat et de la liberté. Alors, on va parler un peu des hommes et des femmes et des salariés notamment. On sait qu'il y a un immense défi pour faire face à la pénurie de personnel qui touche de plein fouet l'hôtellerie-restauration, surtout depuis la crise du Covid. Tu es président de l'UMI, qui est le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration. Que comptes-tu faire pour renforcer l'attractivité des métiers dans ce secteur, puisque c'est une vraie problématique? Ce que je compte faire, c'est de continuer à me faire engueuler. Est-ce Parce que ça que marche? non, mais très honnêtement, encore une fois, je pèse mes mots en disant cela. Il va falloir qu'on s'assoie autour d'une table, sans idéologie, avec les OS, les organisations syndicales, salariales, les organisations syndicales patronales, le régalien, pour savoir dans quelle société nous vivons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les études nous montrent et nous démontrent qu'énormément de gens, je ne parle pas des jeunes, parce qu'on arrête toujours de dire que c'est les jeunes, mais non, tout le monde nous dit « je n'aurai pas un rapport sacrificiel au travail ». Ça veut dire qu'il va falloir revoir la convention collective, qu'on le veuille ou non. Et je n'aurai pas un rapport sacrificiel au travail, je souhaite aller dans une entreprise qui a du sens. Et tout ça est très nouveau. C'est vrai quand même la crise Covid qui a fait basculer Alors ça. non. Pour toi, ça date d'avant? 1997-2000, on passe aux 35 heures. Je me souviens d'une étude qui avait été faite pour les relais châteaux. Et l'étude nous démontrait que les écoles ne nous fourniront plus la ressource métier dont nous avons besoin. Et que nous avions déjà 30% de gens qui faisaient soit un CFA, soit un lycée professionnel, qui ne restaient pas dans les 3 années qui suivaient leur diplôme dans la profession. Donc on avait déjà un problème. Déjà là. Ouais. Ce que j'accorde à cette antenne, c'est qu'on a eu une accélération d'une brutalité absolue dans cette date historique qui a été la Covid. Ça, c'est vrai. Donc à la sortie du Covid, on s'est dit, il faut se poser la question, on n'a plus personne pour travailler. C'est vrai, mais 1, je ne veux plus avoir un rapport sacrificiel auprès du travail. 2, je veux une vie sociale à côté de ma vie professionnelle. Je veux profiter au moins 2 fois par semaine d'aller chercher mes enfants à l'école, etc. Plein de choses qui étaient légitimes, qu'on considérait être illégitimes. Et puis encore une fois, il va falloir regarder, encore une fois, là, avec les OS, les OP et le régalien, dire la rémunération. Ça fait 30 ans qu'on ne s'émancipe plus avec son salaire. Je ne peux pas sortir de mon quartier avec mon salaire parce que je ne peux pas quitter l'appartement familial parce que je n'en aurai pas d'autre. Je ne peux pas me loger, je ne peux pas vivre avec ce que je gagne, même quand j'arrive dans des salaires décents. Et je rappelle juste que d'abord, ça ne concerne pas que l'UMI et les métiers de l'hôtellerie-restauration et du CHRD, mais qu'aujourd'hui, les gens dans la logistique, dans le médical, dans le bâtiment, ont les mêmes problèmes que nous. Or que nous avons une grille des salaires qui est supérieure. Aujourd'hui, quand vous entrez dans le métier de la cuisine ou de la restauration, vous rentrez à un salaire supérieur de celui quasiment d'une aide-soignante. Donc il faut le dire que c'est plus ce sujet-là. Aujourd'hui, si quelqu'un qui travaille ne peut pas s'émanciper par son travail, ça va être un problème. Je ne vois pas pourquoi il prendrait un travail. Et donc, il faut mettre ça à plat, tranquillement, sans idéologie. Si on joue au fantasme Che Guevaresque, ça ne fonctionne pas. Donc il faut se dire, arrêtons l'idéologie. Encore une fois, c'est cette grande idée du siècle des Lumières peut-être à refaire, de dire, c'est quoi la nouvelle convention collective ? Est-ce qu'il faut accepter que des gens ne travaillent que 4 jours par semaine ? On a accepté que des gens fassent du télétravail et que ce soit marqué sur le contrat de travail, mais en même temps, celui qui est boulanger ou pâtissier, lui, il n'a pas le droit au télétravail, donc quelle compensation il aura ? Et de dire, il faut pouvoir être en capacité, en France, de s'émanciper par le travail. Il y a des gens qui ont compris depuis, on va dire 40 ans, que de spéculer, c'était mieux. Alors, on achète 3-4 appartements, puis on les loue, puis on vit sans travailler, etc. Mais ceux qui sont des opérationnels métiers, bien, comment ils font ? Aujourd'hui, vous ne vous logez pas à Paris. Quand vous entrez dans les métiers d'hôtellerie-restauration, vous ne pouvez pas. Et ça devient un sujet majeur. Et si on ne veut pas le voir, eh bien, on va dans le mur. Effectivement, je ne vois pas pourquoi certaines personnes prendraient un emploi, au-delà des personnes ultra passionnés, et on a encore la chance dans nos métiers d'avoir des gens ultra passionnés et qui vont choisir un peu leur plan de carrière. D'autres se disent, si c'est un job qui ne me permet pas de m'émanciper, tant qu'on ne résout pas autour de l'offre d'emploi la problématique du logement et la problématique du pouvoir d'achat, on ne résout rien sur l'emploi.
Si c'est un emploi de miséricorde, on ne voit pas pourquoi on aurait des jeunes gens qui diraient super, je ne gagne pas ma vie, je suis qu'au travail et puis je peux à peine vivre à 4 dans une chambre de bonne. Ça ne marche pas. Oui, bien sûr. Et donc c'est, à un moment donné, encore une fois, il faut que cette société ait du courage. Et le courage de l'humilité. C'est-à-dire de dire, OK, moi, les grands discours politiques que j'entends depuis les années 70, moi je suis né dans une banlieue rouge et dans un arrondissement rouge de Paris, j'ai grandi ma préadolescence et mon adolescence dans une banlieue rouge. Quand on me disait salaud de patron, tous mes copains voulaient devenir patron, on voulait devenir des hommes libres. On n'avait pas envie de dire salaud de patron, on se disait mais peut-être que nous on aimerait bien notre chambre, on aimerait bien plus voir nos parents trembler quand ils vont travailler le lundi matin. Donc nous aussi on voudrait gagner notre vie, etc. etc. Donc aujourd'hui il faut arrêter avec l'idéologie. Il faut se poser de façon pragmatique et se dire qu'est-ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est qu'on voit un capitalisme arriver beaucoup plus dur. Et quand vous dénoncez des plateformes, je ne vais pas les nommer pour ne pas être méchant, mais toutes les plateformes nées du numérique qui, elles, font des millions de dollars de revenus, qui ne payent aucune taxe, et on voit une ubérisation du travail là-dessus, et on ne fait rien. Et quand on critique ça, or que c'est un capitalisme beaucoup plus dur, on dit « vous êtes contre le progrès ». Mais je ne suis pas contre le progrès, je veux que la règle soit la même pour tous. Vous voyez, c'est des mécanismes qu'on est en train de laisser faire et qui sont des mécanismes qui vont être très durs. Vous avez parlé de la pandémie et de cette date historique. Moi, je me souviens bien du 19-03, le jour où on a fermé tous les restaurants. Tous. Eh bien, j'avais des bureaux pas loin de la place de la République. J'allais aider avec une de nos écoles, parce qu'on fournissait du pain pour les Restos du Cœur à cette époque-là, parce qu'ils avaient une amplification colossale des gens qui étaient démonétisés humainement. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de plateforme pour les faire travailler, et ils étaient livrés à eux-mêmes. Les scooters étaient posés par terre, les vélos étaient posés par terre, et ça faisait une colonne d'humains qu'il fallait aider, et bien sûr qu'il fallait les aider, mais à un moment donné, ça, c'est un capitalisme violent. C'est pas un capitalisme à la papa. Et là, quand vous critiquez ce genre de plateforme, on vous dit « Ah non, mais vous êtes contre le progrès ». Ah non, je ne suis pas contre le progrès. Je veux que la règle soit partagée et que chacun assume ses responsabilités, mais qu'on prenne au moins en charge tout ça. Mais je pense, encore une fois, et je clôt mon propos là-dessus, il faut s'asseoir autour d'une table et revoir un petit peu tout ça ensemble. Les organismes syndicaux salariés, patronaux, le régalien, et essayer de faire des choses sans idéologie pour qu'on puisse aller dans ce 21e siècle de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus à impact social et impact environnemental. On ne réussira l'impact environnemental que si on réussit l'impact social. Le contraire, ça n'est pas vrai. Oui. Alors, une question, pour rester sur l'humain, une question sur la place des femmes dans le secteur de la restauration. Alors que 44,8% des employés du secteur de la restauration sont des femmes, rares sont celles qui accèdent à des postes à responsabilité. Comment on peut faire pour améliorer cette situation, pour faire progresser la parité sur les postes à responsabilité? Alors, c'est une question qui se pose dans plein de secteurs, mais c'est vrai que dans la restauration, on le voit particulièrement. On constate tout, ce serait idiot de faire l'autruche en disant oui, il n'y a pas de sujet, ça augmente, les femmes arrivent de plus en plus dans nos métiers, elles prennent des postes de responsabilité. On a tardé à ouvrir cette porte aux femmes dans nos métiers, et notamment en cuisine. Alors après, il y a eu l'historique de tout ça. Quand vous voyez des femmes comme la mère Brasier, ou ces femmes fortes, colossales, avec des physiques incroyables, qui tenaient des cuisines et qui portaient des casseroles de 30 kilos, c'était des femmes d'une puissance incroyable. Mais tout ça, aujourd'hui, on a des Anne-Sophie Pic formidables, on a des Hélène Darros formidables, et qui sont devenus de vrais rôles modèles. Mais on part des années 90. On part des années 90, donc il va falloir un peu plus de temps. Parler des femmes, moi je parlerai de l'inclusion. Et mettre dans les entreprises aussi des modèles de management beaucoup plus inclusifs. Pour les femmes, bien sûr, pour les gens issus de la diversité aussi, et puis pour des personnes qui, des fois, n'ont pas eu un parcours simple. Et il faut mettre en place des managements inclusifs. Parce que la collusion des élites, ce n'est pas simplement une idée de Marx et de Lénine. Ça existe à tous les étages de la société. C'est-à-dire que dans les élites, effectivement, intellectuelles, dans les élites sociales, mais aussi dans le monde du travail. C'est-à-dire que
cette personne a fait la même école que moi, a eu le même parcours que moi, espèce de mauvais lien de loyauté finalement, de chemin de loyauté, eh bien fait que vous allez privilégier plus un homme Quelqu'un qui vous ressemble. quelqu'un qui vous ressemble, Mhm. espèce de mimétisme mal placé comme ça, plutôt que de faire monter quelqu'un en compétence parce que certes il est un peu différent de vous, mais il vous ressemble pas. Mhm. Et ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, et, et on en parlait globalement il n'y a pas très longtemps avec Monsieur Roux de Bézieux, Ouais. et on était assez d'accord là-dessus pour que d'ailleurs cette société soit beaucoup plus dans un management beaucoup plus inclusif et de reconnaître les talents, même si c'est des talents qui arrivent de différentes diversités, femmes, hommes, diversité sociale, etc., etc., pour qu'on puisse faire monter en compétence l'entreprise et avoir des entreprises beaucoup plus dynamiques que d'essayer de faire des clones de ce qu'on est nous. Or, que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir des gens qui vont être les mêmes modèles, quoi, et ça ne donnera pas forcément un relief fort et une puissance forte à l'entreprise. Et toi, tu Mais as des femmes dans tes équipes, dans tes ouais, restaurants? moi, j'ai des femmes, oui, dans mes équipes parce que le premier second de cuisine que j'ai eu était une femme, qui a d'ailleurs une étoile près de Perpignan. Et après, finalement, ça s'est enclenché. J'ai toujours eu des femmes autour de moi qui... Mais parce que je vois pas une femme, moi. C'est-à-dire que quand je suis dans l'entreprise, je vois une solution pour l'entreprise. Mhm. Donc, je marque-boute à regarder le parcours, Tu regardes la compétence, l'ambition, ouais. la compétence et l'ambition. Mhm. Et voilà, et que le meilleur gagne, et on fait comme ça. Parce que vraiment, j'ai jamais été de ceux qui ont eu besoin d'avoir des gens qui me ressemblaient. Vraiment. Moi, je me dis, c'est quoi la meilleure solution pour l'entreprise? Ouais. Et quand je regarde le CV, je me dis, ah bah ça c'est la meilleure solution, on y va. Mhm. Quand c'est une femme, c'est formidable. Mais après, je sais que par moment, il faut ouvrir plus largement, notamment pour les femmes et les gens issus des fois de parcours plus compliqués, parce que c'est pas une évidence en entreprise d'avoir dans son propre environnement quelqu'un qui ne nous ressemblerait pas et finalement qui finirait par nous faire peur. Et tout ça, il faut libérer les entreprises de ça. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place des managements beaucoup plus inclusifs et beaucoup moins normés. Alors, on va passer à la deuxième séquence de ce podcast qui s'appelle du tac au tac. Il faut que tu choisisses entre deux choses. Et il est interdit de répondre les deux, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaises réponses. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Douche, Côte de bœuf ou tofu? tofu, Plage ou piscine? plage, Avion ou train? avion. Tu vas à l'autre bout du monde souvent. Bah, oui. Voilà. Arrondi en caisse ou pourboire? Pour boire. C'est important, le pourboire dans la... C'est Voilà. important parce que ça démontre plein de choses et ça démontre. C'est pas que vous fassiez l'aumône à quelqu'un, c'est pas ça, mais c'est que vous reconnaissiez Oui, c'est ça, il y a une d'homme à homme reconnaissance. son travail et son application à faire un vrai métier qui est le métier du service. Mm. Et ça, l'arrondi, je m'en méfie, soi-disant pour une bonne cause. Et j'ai horreur qu'on me donne des leçons de bonne cause. Donc quand j'arrive à une caisse pour acheter du matériel de bricolage et qu'on me dit si vous faites un arrondi, ça va à tel organisme, j'y crois pas du tout. Mais j'y crois pas. Alors je suis probablement idiot, mais je trouve qu'on m'impose quelque chose que je ne veux pas. Par contre, faire un chèque pour une association, donner de l'argent à des gens qui ont produit un service, un effort, un travail, une compétence métier, ça, je trouve que c'est vraiment un geste fort. Est-ce que tu es plutôt gourde ou bouteille d'eau? Ah bah je me suis mis à la gourde, là. Ouais, parce que c'est mes collaborateurs qui m'ont donné la leçon. D'accord. Ils ont tous une gourde, j'ai honte maintenant, donc j'ai la gourde. Est-ce que tu es plutôt réunion en présentiel ou en distanciel? Présentiel, Plutôt livre ou liseuse? livre, Et plutôt journaux papier ou tablette? journaux papier. Voilà, le rapport au papier. Oui, le rapport au papier, puis le rapport à la matière, le Ouais. rapport au toucher. Et puis, j'aime lire, mais je suis un très mauvais lecteur. Donc, je stabilo-bosse beaucoup, je fais des recherches beaucoup, j'abîme beaucoup mes livres. Donc, le papier reste encore... je suis pas... Je suis né en 59, moi, donc tout ça est arrivé sur le tard pour moi. Et puis, j'ai gardé de mon grand-père ce côté, garder des coupures de presse. Alors maintenant, Ouais. je les archive plus comme mon grand-père, mais il y a des papiers. Autant il y a des articles de presse qui vous tombent des mains sans intérêt, et puis il y a des articles, il y a encore des
qu'on a envie de garder. Il y a encore de la belle presse Ouais. papier, il y a encore des gens qui ont des opinions bien faites, il y a des gens qui écrivent très très bien, qui Mm. s'interrogent sur la société. Il faut garder les grands articles et puis il faut protéger la presse écrite parce que c'est une presse, moi, qui me passionne et je trouve que c'est encore l'ossature de ce qui nous protège un petit peu de la digitalisation de la pensée. Mm. Alors, on va passer à la troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la recommandation que tu donnerais en tant que chef d'entreprise à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans la création d'une entreprise à impact ou d'ailleurs d'une entreprise tout court? Et donc là, je m'adresse plus aux chefs d'entreprise qu'aux chefs tout court. Il n'y a qu'un conseil qu'on peut donner, c'est le projet et la curiosité. Ce qui fera que vous allez réussir, c'est ça, c'est que vous allez projeter les choses. Les Anglais disent, on fait un forecast comme ça, et puis vous allez mettre les étapes en face, et sans jamais vous décourager, vous allez chercher la curiosité qu'il faut pour faire ça. Mais c'est la curiosité qui fait grandir les hommes, c'est la curiosité positive. Je le dis tout le temps à mes jeunes collaborateurs, ce que m'ont appris chez les compagnons des devoirs, c'était de dire, c'est pas ton patron qui protège ton emploi, c'est ta curiosité. C'est ta curiosité qui fera que tu iras chercher la compétence et qui te fera avancer sur le chemin. Ah, c'est très clair. Alors, ce podcast touche à sa fin. Thierry, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis absolument ce que tu veux nous dire en 30 secondes, en 1 minute, en 2 minutes. Le grand message que tu as envie de passer à nos auditeurs. Je n'ai pas vraiment de message. Moi, je vais parler de ce que je crois. Ce que je crois, c'est qu'il faut un projet dans la vie. Et tout ce que j'ai pu constater aujourd'hui, à chaque fois que j'ai pu aider quelqu'un, c'est qu'on l'a remis dans la posture d'un projet. Et donc, j'ai écrit un petit livre là-dessus, parce qu'à chaque fois, on me disait, mais comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, comme si j'avais une recette magique pour avoir plus de moyens, plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Alors qu'il n'y a pas de recette. Et c'est mon copain Gilles Boeuf, qui travaille beaucoup sur le biomimétisme, sur l'expérience. Je lui disais, mais pourquoi les Japonais ont toujours, les grands samouraïs, sur leur beau goût, leur protège-poitrine, là, avaient toujours une libellule. Et il me disait, parce que la libellule, c'est un insecte merveilleux. C'est un insecte qui grandit d'un petit étard sur une mare, comme ça, mais ça devient un papillon majestueux. Je dis, mais pourquoi majestueux? Une libellule, quand elle a une difficulté, elle se met en stationnaire, elle observe. Elle va à droite, elle va à gauche, elle monte, elle descend, elle cherche un axe cognitif pour franchir l'obstacle, mais mécaniquement, elle ne peut pas reculer. Quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Et donc, le seul conseil que je peux donner, c'est d'avoir cette situation-là. Se mettre en situation d'observation par moment, quand c'est trop difficile, aller à droite, aller à gauche, monter, descendre, trouver un axe cognitif, mais vous passerez l'obstacle. Ne reculez pas. Et quand on me demandait d'expliquer comment moi j'avais pu réussir à faire quelque chose, modestement, je disais, mais je ne savais pas quoi répondre. Et puis un jour, c'est Gilles qui me dit, mais tout simplement parce que tu n'as pas reculé. Et c'est vrai que par moments, je me suis mis en stationnaire, que la vie est une ligne assez droite entre l'ordre et le désordre. Et c'est comme ça. Donc, si vous n'avez pas cette capacité à rester en verticalité et à ne pas regarder la pointe de vos chaussures et la terre qui va vous ensevelir, eh bien, vous avez cette posture de verticalité et il vous reste qu'à avancer vis-à-vis de vos projets. Des fois, des projets à la journée, à la semaine, au mois, mais vous allez atteindre votre objectif. Et c'est cette magie-là, si c'est une magie d'ailleurs, qui peut aider quelqu'un à se dire « j'ai vraiment un coup de mou. Bon, allez, je vais me mettre en stationnaire, j'observe. Et puis, c'est quoi mon projet demain? Mon projet demain est ne serait-ce que de traverser la rue et d'aller chercher mon pain. Et je vais rencontrer des gens, etc., etc. » Et vous savez, quand on me demande souvent comment je peux aider des gens qui sont en précarité ou privés de liberté, c'est justement de les remettre tous les jours en situation de projet. Et c'est eux qui m'ont donné cette leçon. Un jour, j'arrive à la prison centrale de Poissy et je m'agace de certains cahiers qui n'ont pas été rendus au bon moment. Et il y a un détenu, je lui dis, mais je me demande à quoi ça sert, ce que je viens faire de temps en temps ici. Il me dit, vous savez, monsieur, quand vous venez, moi je me lève le matin. Vous voyez, cette notion de la posture, calme, avant et droit, comme disait le général Lott, eh bien, c'est important d'avoir cette notion du projet. Et cette métaphore de la libellule, pour moi, est une jolie métaphore parce qu'elle est empreinte d'humilité et en même temps,
Il ne faut pas oublier qu'une libellule, c'est quand même un prédateur dans son univers. Et il faut accepter par moment de ne pas reculer et de ne pas se coucher pour rien. C'est un beau mot de la fin qu'on gardera tous en mémoire. Écoute, un grand merci Thierry d'avoir accepté l'invitation. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Karine de Boissozon, qui est directrice de l'impact chez EDF. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bon, voilà.